Bonjour et bienvenue sur Radio Sorte, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 6 mars 2025, épisode 213. Enregistré au Cybercampus hier, je suis Marc-Frédéric Gomez. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, un épisode spécial sur le CVSS et l'EPSS avec deux experts qui m'accompagneront, Olivier Calef et Wilfried Pasco, pour échanger sur le monde des vulnérabilités. C'est une première pour Radio Cesseur de faire une émission en live avec des invités dans des conditions du direct. Ce fut épique. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cet épisode en description de celui-ci, ainsi que dans la newsletter hebdomadaire de Radio Cesseur. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre expérience dans l'évolution des vulnérabilités ? Bonjour Marc-Frédéric, je m'appelle Olivier Calef et je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis les années 90. J'ai donc connu les premiers pare-feu ou firewall et j'ai très vite été confronté à différents types d'attaques qui exploitaient des vulnérabilités. J'ai aussi vu apparaître les premiers avis de vulnérabilité et voir leurs évolutions jusqu'à aujourd'hui. Et au fil des ans, j'ai fait de la veille en vulnérabilité, du traitement d'incidents, de la cyber-résilience et j'interviens notamment en ce moment sur des problématiques de type VOC, des Vulnerability Operations Center, au sein de différentes entreprises. Et c'est dans le cadre de mes activités au sein de la société Arium. Et je contribue aussi à la marge à Black Noise qui est un BAS, c'est-à-dire un Breach Attack Simulation. Et en complément de tout ça, je suis assez actif dans différentes associations comme le CESA en France ou l'EXO en Europe. Et aussi, je suis membre liaison de l'Intersart France et du FIRST, qui est à l'origine justement du CVSS et de l'EPSS dont on va parler aujourd'hui. Et puis, j'ai également été élu au conseil d'administration du FIRST en 2022 pour un premier mandat de 2 ans. Et puis, je suis réélu jusqu'en 2026. Très bien. Et notre second invité ? Bonjour Marc-Frédéric, merci pour l'invitation. Donc Wilfried Pasco, je suis responsable d'un département de veille sur les vulnérabilités en cyberdéfense. Donc moi je suis quelqu'un qui vient plutôt du système. J'ai passé à peu près 10 ans dans l'administration système et sécurité. Et donc je me suis orienté côté CERT parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la notion de vulnérabilité, impact, risque. Et donc depuis bientôt 10 ans, je gère effectivement ce département où j'ai commencé en tant qu'analyste. Et donc aujourd'hui, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes réparties sur 3 sites et où on gère au quotidien l'analyse de vulnérabilité sur plusieurs milliers de produits. Et donc on essaye d'apporter cette réponse aux clients de ce qui est important ou pas pour leur système d'information. Alors on va commencer par la première question de cet épisode. Pourquoi est-il crucial aujourd'hui d'avoir des métriques comme le CVSS ou l'EPSS et l'EPSS pour la gestion des vulnérabilités ? Olivier ? Pour commencer, des vulnérabilités, il y en a beaucoup tous les ans, il y en a de plus en plus. On arrive à des chiffres assez impressionnants. On était à peu près 1 millier de vulnérabilités par mois il y a quelques années. Maintenant, on a dépassé les 2500, voire même plus. Donc en gros, ça fait une grosse volumétrie. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir celles qu'il faut traiter en priorité, celles qui sont importantes, celles qui ne sont pas importantes pour notre environnement. Et donc c'est pour ça qu'il y a des métriques qui ont été conçues, comme par exemple le CVSS. Son objectif, c'est de donner une espèce de note sur la gravité ou la criticité de la vulnérabilité. Donc l'objectif, c'est d'aider tous ceux qui sont éventuellement vulnérables à savoir s'ils doivent traiter rapidement parce que la vulnérabilité est critique ou pas. Quant à l'EPSS, en quelques mots, c'est un autre paramètre qui permet de dire est-ce qu'il y a une occurrence importante ou pas, enfin une probabilité d'occurrence importante ou pas, que la vulnérabilité soit exploitée dans le mois qui vient. Donc l'EPSS, on serait plus sur le contexte. Est-ce que la vulnérabilité est exploitée ou potentiellement peut être exploitée ou pas ? Alors, dans le mot contexte, en fait, il faut comprendre 2 choses. Il y a le contexte d'exploitation de vulnérabilité. Savoir, par exemple, est-ce que la vulnérabilité, elle peut être exploitée en local et uniquement en local, ou est-ce qu'elle peut être exploitée à distance ? Est-ce qu'on a besoin d'être authentifié sur la machine pour pouvoir l'exploiter ou pas ? Donc, il y a ça, plutôt, c'est le contexte dans lequel la vulnérabilité peut être exploitée. Après, il y a l'autre mot contexte, qui est plus le contexte en termes d'attaque ou de risque d'avoir des exploitations de cette vulnérabilité-là. Et donc là, pour ce deuxième contexte, c'est à ça que correspond EPSS. On va se baser pour savoir s'il y a par exemple des codes d'exploitation qui sont disponibles, s'il y a des leaks qui ont eu lieu et qui expliquent comment est-ce qu'on peut contourner des mécanismes de protection pour exploiter des vulnérabilités. Et donc s'il y a ce genre d'éléments, eh bien on aura un score EPSS qui sera plus élevé. Ce qu'on peut aussi rajouter, le dire dès le départ, c'est que
certains correctifs de sécurité qui sortent pour des vulnérabilités sont très vite contournés et reversés par les attaquants. Et donc très souvent, on sait qu'il y a certains éditeurs dont les codes de patch sont reversés et sont directement intégrés dans des outils. Et donc, pour cela, je dirais, il y a une perception qui est de dangerosité qui est plus élevée. Très bien. Est-ce que tu veux compléter quelque chose, Wilfried ? Oui, Olivier a déjà dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faut bien se remettre dans le contexte qu'il y a un certain nombre d'années, je dirais plus de 10 ans, il n'y avait pas de CVSS. C'est-à-dire que CVSS, avant CVSS, c'était un peu la jungle. C'est-à-dire qu'il y avait des vulnérabilités. Bien, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas cette fibre de sécurité qu'il y a à nos jours dans les entreprises. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, on ne savait pas vraiment ce qu'on devait traiter en premier ou pas. Il n'y avait pas de notion de notation. C'était, on peut dire du doigt mouillé. Il y avait vraiment cette problématique actuelle et en devenir de dire comment traiter, qu'est-ce qu'on voit en premier. Alors il y avait des éditeurs qui mettaient des notions de sévérité, mais pareil, dans quel contexte, comment le prendre en compte, est-ce que pour nous c'est vraiment important ou pas. Donc il y a quelques pionniers qui ont créé ce standard CVSS qui est basé là vraiment sur des métriques qui sont fixes, qui peuvent être adaptées et qui permettent, comme l'a expliqué Olivier, d'avoir une notation en fonction d'un certain nombre de critères, de métriques, la notion de est-ce qu'il est distant, local, authentifié, pas authentifié, est-ce qu'il y a besoin d'une action d'un utilisateur, quels sont les impacts, parce que on parle d'impact, effectivement, de la notion technique, fuite d'informations, déni de service, exécution de code. Il y a la notion d'impact technique au niveau d'une vulnérabilité, mais il y a toujours ce qu'on appelle la notion de contexte. Comment on utilise ce produit, est-ce qu'il va gérer des données sensibles, est-ce que c'est un asset critique. Et donc, en fonction d'une entreprise A ou B, une vulnérabilité peut très bien avoir un score, mais dans les faits, pour l'entreprise A, ça va être une vulnérabilité qui va être peu prise en compte, ou du moins pas tout de suite, alors que l'entreprise B, il peut y avoir des conséquences potentielles catastrophiques, et donc un besoin de traitement très très rapide. Alors voilà, c'est les impacts potentiels dans les entreprises. Mais comme tu dis, en moins de 10 ans, le CVSS est devenu la référence en matière d'évaluation des vulnérabilités. Mais quels sont ses principaux atouts pour les équipes de cybersécurité ? Parce que quand on voit les bulletins CVSS qui tombent à la longueur de journée, si je prends sur la journée d'hier, on a eu plus de 350. Donc comment je fais dans cette jungle pour savoir lequel je dois prendre en priorité, sachant que les 350 qui tombent, quand on est dans des grands groupes, toutes les technologies, on les a, pratiquement. Oui, et 350, je dirais, c'est un peu le panier bas, parce que quand on a des fois des CNA comme le Linux kernel qui s'énerve un peu, ça peut tomber des fois même à 1000, même des fois plus. Plus on a de produits, plus on a de vulnérabilité, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus de produits pour fonctionner au quotidien, mais du coup ça crée de plus en plus d'impacts qui ont besoin d'être analysés, scorés, patchés. C'est sûr, mais la vraie problématique, c'est ce que je disais effectivement juste avant, c'est la notion de contexte. On peut très bien avoir beaucoup de vulnérabilités potentiellement critiques. Est-ce que vraiment, de notre côté, est-ce que c'est important ? Est-ce qu'on doit le prendre en compte ? On a quand même aujourd'hui beaucoup de technos qui nous protègent, des pare-feux, des spams, antivirus, des EDR. Des XDR maintenant. Des XDR. Vraiment, est-ce qu'il y a un intérêt de prendre en compte de toutes ces vulnérabilités ? Non, c'est sûr. Alors ça arrive à une question un petit peu pas pertinente ou limite provocatrice. Alors ça serait quoi les différences entre le CVSS V3 et V4 qui fait beaucoup de bruit ? Les différences, en fait, il faut bien prendre en compte. Les ciseaux, tu arrives le matin, tu as 350 bulletins de vulnérabilité. Oui. Ok, je vais voir mes équipes de patch management. Sur quoi je m'appuie ? Ce qui est déjà très important pour une entreprise, c'est déjà de faire un peu un inventaire de qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. On ne va pas forcément prendre en compte une même vulnérabilité pour un équipement ou une application qui va être utilisée par peu de personnes, peu de risques, pas de données sensibles, pas d'impact métier ni même d'image pour une entreprise, d'une application on peut juger d'assez critique. Un VPN qui permet de connecter 1000 personnes par jour, une application qui gère des données sensibles, bancaires, des données personnelles. Il y a toute cette perspective de contextualisation qui impose les clients à s'assurer que des vulnérabilités qui portent sur ce type d'assets soient traitées en priorité. Ok, alors je vais vous poser une question qui va vous faire réagir. Et je vois Olivier en train de se préparer. Mais selon vous,
est-ce que le CVSS est encore suffisant aujourd'hui face à l'explosion de ces vulnérabilités et à l'évolution des menaces? On n'est plus du tout sur les mêmes menaces d'il y a 10 ans. Olivier? Je pense qu'avant de répondre à la question, il faut quand même préciser le contexte d'entreprise. Quand tu dis que les grandes entreprises ont tout, sans doute, mais il n'y a pas que des grandes entreprises. Et quand on travaille avec, je travaille avec des CCRT régionaux par exemple, où là on a de tout comme entreprise, des petites, des moyennes, des grandes. Et quand on regarde la volumétrie des vulnérabilités, on se rend compte par exemple sur l'année dernière que le gros des vulnérabilités, ça touchait tout ce qui était CMS, WordPress, Joomla, etc. Donc ce qu'il faut quand même dire, c'est que en fonction de la maturité de l'entreprise, de la taille de l'entreprise et de l'hétérogénéité de son parc, elle va être plus ou moins concernée. Donc déjà, première question, est-ce que dans mon périmètre, dans mon parc, j'ai ce type d'environnement pour lequel je vois une vulnérabilité? Pour moi, c'est la première des questions. Qu'est-ce qu'on a, exactement. Ça, Vous voulez dire, messieurs, que vous êtes en train de vendre à nos auditeurs que la CMDB doit encore exister de nos jours et qu'elle doit être à jour? mais en fait, quel que soit... Alors, Radio Cessort fait beaucoup de choses, mais les gars, on va arrêter de vendre du rêve. Personne n'a une CMDB à jour, à moins d'avoir un PC unique à la maison, et je suis même pas sûr que ce soit encore à jour. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une CMDB. J'ai un autre sigle en 4 lettres qui marche aussi dans les mots croisés, c'est GLPI. Voire un sigle en 5 lettres, Excel. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un outil parfait. J'ai surtout besoin d'avoir quelque chose. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que, pour que ce soit plus facile déjà pour faire le tri entre les vulnérabilités qui me concernent ou pas, l'entreprise puisse faire référence à son inventaire. Et volontairement, j'utilise un mot un petit peu ancien d'inventaire et non pas le mot moderne de CMDB. C'est volontaire, mais déjà avoir un inventaire et savoir est-ce que je suis concerné ou pas, pour moi, c'est le premier des critères. Après, on va regarder effectivement s'il y en a beaucoup ou pas. S'il y en a beaucoup, là, oui, je vais avoir besoin d'un outil qui va m'aider à savoir ce qui, a priori, est le plus critique ou pas, peut avoir le plus d'impact ou pas. Donc, c'est en ça que CVSS va pouvoir m'aider, mais finalement, c'est un deuxième rideau. Le premier, c'est suis-je concerné ou pas. Et finalement, c'est un peu décorrélé de ces notions de EPSS et CVSS parce qu'on peut mettre une note sur une vulnérabilité d'un produit. Mais effectivement, déjà, si le produit, on l'a pas, ça sert à rien de le traiter. Donc, c'est cette notion déjà de filtrage. Donc, il y a beaucoup de bases de vulnérabilité qui existent. La plus grande problématique, c'est déjà de faire le tri. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent déjà de faire la corrélation entre des CMDB, des noms de produits. Il y a des standards tels que CPE qui permettent de faire des associations entre des assets internes et des bases de vulnérabilité. Mais donc, en effet, déjà une fois qu'on a un peu enlevé ce côté faux positif, produit non traité, il y a quand même une grosse base de vulnérabilité à traiter. Donc en effet, CVSS viennent ici ensuite pour apporter un second rideau, second filtre. Effectivement, on parle de priorisation, priorisation sur l'impact, la criticité et le devenir de l'exploitabilité, d'où le rôle d'EPSS. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui EPSS prend une place de plus en plus importante dans la prise de décision, parce qu'on a beaucoup de RCE, si je suis bien le placé pour le savoir. Pour nos auditeurs, une RCE, c'est quoi? Excusez-moi, une Remote Code Execution, donc une exécution de code à distance. Donc c'est effectivement une des vulnérabilités les plus critiques. Est-ce qu'une RCE où il n'y a pas de POC est aussi critique qu'une RCE où il y a un POC qui est disponible sur GitHub librement? Elle est provocatrice la question, mais c'est fait exprès. Alors ça revient un peu à ce que disait Olivier juste avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont très utilisés en entreprise, très critiques, où au final, c'est pas qu'il n'y a pas de POC, qu'il n'y a pas de risque. Il y a beaucoup de groupes qui font effectivement l'ingénierie inverse sur la... Oui, mais je suis tout à fait... Attends, je te coupe parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut voir qu'aujourd'hui, les groupes d'attaquants sont aussi, entre guillemets, soumis à cette pression de sortie de vulnérabilité. Ils doivent faire de la veille. Et c'est vrai que quand comme on a toutes un les POC, entreprises. Voilà, ce sont des entreprises criminelles, mais ça reste des entreprises et des hommes. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils vont utiliser ces POC pour pouvoir mettre leur exploit en route. Et c'est quand même beaucoup plus facile de partir d'un exploit qui fonctionne déjà. Si on prend le cas de Ivanti, ils ont quand même utilisé des POC existants. Il y a eu quelques 0-day, mais... Oui, voilà. Juste pour effectivement 30 secondes sur le cas Ivanti qui a tenu en haleine un certain nombre de personnes, le jour où Rapid7 a sorti son exploit un vendredi soir, bien sûr, comme par hasard, ça foutu le bordel le week-end. C'est clair et net que la publication... Nous avons touché une prime ce week-end-là, j'étais très ravi, ça a été majoré en heures supplémentaires. Non, c'est très bien, continuez Rapid7. Moi, je suis pour ce genre de choses. Non, mais c'est vrai que c'est indéniable. La publication d'une preuve de concept, d'un code d'exploitation, des fois il y a même des codes tout faits qui peuvent être directement modifiables, augmente le risque intrinsèque. C'est automatique. C'est-à-dire que c'est vraiment la toolbox
Oh, un POC, un code d'exploitation, mais pourquoi s'embêter? On a l'information. Et là, en fait, les deux roues EPSS et CVSS rentrent en jeu parce que EPSS va intégrer dans son algorithmique, il y a à peu près 1500 variables, va intégrer cette notion de exploitabilité potentielle à devenir, c'est-à-dire que la notion de publication, de preuve de concept, de code d'exploitation fait partie de son algorithme, il va se mettre à jour automatiquement, mais également la potentialité de détection. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui participent au programme EPSS, qui fournissent leurs données à ce robot en disant « nous on a détecté ». Donc on sait qu'il y a de l'activité, alors peut-être peu d'activité, donc ça va potentiellement avoir une augmentation peut-être un peu plus minimale du score EPSS, mais ce qui permet de démontrer effectivement cette notion d'adaptabilité assez rapide d'un scoring qui permet de dire ok, le risque évolue, comme CVSS avec ce qu'on appelle le score temporel ou de menace en score V4 qui permet lui d'avoir un score affiné avec cette notion d'exploitabilité assez rapide. Oui, pour compléter ce que vient de dire Wilfried, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres dans EPSS, mais il ne faut pas non plus que ça effraie les auditeurs. Les paramètres principaux, c'est effectivement quel est le vendeur concerné, parce qu'on connaît un petit peu la tendance concernant certains éditeurs. C'est vrai que l'environnement Microsoft est extrêmement tapé par les attaquants, donc c'est clair qu'un score PSS entre un Microsoft et un équipement industriel, en général, la pondération sera plus importante pour Microsoft. Il y a aussi d'autres choses, comme par exemple l'ancienneté de la vulnérabilité, le fait que il y a la nature exacte de la vulnérabilité, et puis aussi finalement le fait qu'un outil ou un code d'exploitation soit déjà intégré dans un outil d'attaque. Lorsque on a des outils classiques genre Metasploit ou autre, et que la vulnérabilité a été intégrée, il y a plus de chances que finalement n'importe quel attaquant qui vient d'on ne sait où utilise et tente d'utiliser cette vulnérabilité. Donc voilà, ça c'est un critère, je dirais, qui est quand même important. Après, l'autre aspect, c'est que pour expliquer comment fonctionne EPSS, on n'est pas obligé de recalculer soi-même les scores EPSS, parce qu'en fait, toutes les nuits, ce score est calculé et est mis à disposition sur le site du FIRST. Justement, on arrive à la question, parce que l'EPSS est souvent présenté comme un complément au CVSS, et en quoi ça va donner un avantage en tant que game changer pour un SOC ou un CERT avant de passer à l'équipe patch management? Alors, vu que c'est mis à jour déjà, le fait, c'est hyper important comme information, c'est mis à jour tous les jours. C'est pas une fois par semaine ou quand un gars va se pencher sur le sujet. oui, Donc, en fait, est-ce que vous pouvez dire un peu plus pour nos auditeurs? oui, juste pour donner un peu de contexte, si on va dire initial sur EPSS, il y a un point qui est important. C'est-à-dire que les deux, on parlait de complémentarité, effectivement, les deux sont obligés d'être complémentaires parce que EPSS a besoin de CVSS pour se calculer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de CVSS, il n'y a pas de PSS. C'est la première chose. Deuxième chose, EPSS, et alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais à un certain point elle est limitée parce qu'il n'y a pas de CVE. S'il n'y a pas d'identifiant de suivi d'une vulnérabilité, il n'y aura pas de PSS. Donc cette notion de suivi via EPSS nécessite qu'il y ait eu un travail au préalable d'identification, de scoring, afin qu'il soit calculé. Le troisième élément, c'est le côté réactivité. C'est-à-dire que si on a besoin d'informations tout de suite, CVSS prend le premier relais parce que EPSS nécessite un certain nombre de données avant d'avoir un premier niveau de calcul. Donc on s'améliore, c'est-à-dire que EPSS maintenant c'est à peu près 36 heures, avant c'était un peu plus long. C'est-à-dire qu'avant 36 heures, généralement on n'a pas de score EPSS d'une vulnérabilité. Tu réponds à la question que je voulais poser, est-ce qu'on pouvait faire que de l'EPSS sans faire du CVSS? Donc là on a bien compris que c'était mort. Il y a des entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui le font, mais est-ce que c'est efficient? Voilà, concrètement pour nos auditeurs. En termes de réactivité, non. C'est-à-dire que cette notion de réagir sur l'instant ne permettra pas d'avoir une longueur d'avance. Alors que EPSS va apporter une valeur très importante sur on a constaté de l'exploitation dans les 30 derniers jours, voilà ce qu'on indique sur les 30 jours suivants. L'avantage de CVSS, c'est que n'importe quelle entreprise, que ce soit de sécurité ou qui gère des assets, peut scorer une vulnérabilité à l'instant que l'éditeur publie une vulnérabilité et peut rescorer de son côté parce qu'ils ont une implémentation différente, parce qu'ils ont des impacts différents, tout de suite, sans attendre. Maintenant qu'on a mis, entre guillemets, qu'on a mis le cadre, est-ce que vous avez des expériences concrètes que l'utilisation du CVSS et de l'EPSS ont été hyper efficaces, ont évité une compromission qui allait se faire, qui était prédétectée? Alors quand je dis prédétectée,
On commence à avoir un POC sort, les attaquants l'utilisent, et grâce à cette échelle de scoring, CVSS et EPSS, immédiatement vous avez porté l'effort, ou vous avez eu connaissance d'entreprises qui ont porté l'effort pour éviter la compromission, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui nos attaques, on est sur des quelques heures, voire moins d'une heure dans certains cas. Alors, encore une fois, je ne vais pas répondre directement à ta question. Comme vous pouvez le constater, chers auditeurs, c'est très très dur de faire des interviews avec des gens d'un certain âge. On avait dit qu'on ne parlerait pas de l'âge, mais c'est compliqué quand même. Néanmoins, il faut quand même dire que pour beaucoup d'entreprises, il y a une dette technique. Et qu'on a un backlog, donc on est en retard dans la gestion des correctifs de sécurité qui est important. Et donc une bonne façon, et c'est souvent ce que je vois, c'est qu'une bonne façon de pouvoir rattraper ce retard, sachant qu'il y a peut-être des centaines ou des milliers de correctifs à appliquer, c'est d'arriver à faire une liste de ce qui est plus prioritaire. Et donc la priorité, en l'occurrence, ça sera en fonction de l'environnement, en fonction de l'impact potentiel, en fonction de est-ce qu'un actif est un actif critique ou pas, et puis aussi de l'actualité. Et effectivement, si on se rend compte qu'il y a telle technologie qui est attaquée plus fréquemment et qu'on est en retard de 6 mois ou d'1 an, eh ben, on va mettre le paquet. Donc on va pas forcément s'appuyer que sur de l'EPSS parce que faut quand même être réaliste et on le voit par exemple avec des KEV, ce qu'on appelle les non-exploited vulnerabilities, la liste qui est publiée, le catalogue qui est publié par la CISA, des vulnérabilités qui sont exploitées et donc sur lesquelles ils ont travaillé. On a des vulnérabilités qui correspondent à des choses qui ont été découvertes il y a 10 ans voire 15 ans. Justement, ils le font pour une simple raison, c'est qu'une fois que ça sort du radar, je te rejoins, mais alors à 200%, quand je regarde les vulnérabilités qui sont publiées par la CISA, qui est l'agence américaine, concernant ces vulnérabilités exploitées, il y a des preuves de concept, c'est plus que ça n'en avait passé le POC, c'est-à-dire qu'il y a des preuves d'exploitation. C'est détecté. C'est détecté, et là on constate, on voit des 2005, 2006, 2007, des CVE de 2007 qui sont utilisés et ça rentre vraiment comme dans du beurre, quoi. Mais effectivement, souvent, alors ça c'est un vaste débat, hein, j'ai déjà eu le débat sur le KEV du CISA, même avec le CISA, c'est-à-dire qu'il y a aussi un backlog côté CISA, c'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités où des fois nous on voit des vulnérabilités annoncées CISA KEV comme exploitées dans la nature, que nous on a vu comme exploitées dans la nature il y a des années et des années, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'étaient pas rentrées dans le catalogue KEV, donc c'est une des problématiques du KEV. Il n'y a pas eu d'incident remonté. C'est surtout pour que rentrer dans le catalogue, il faut qu'eux, ils ont un incident qui soit remonté par une des agences fédérales, et après, ils peuvent le faire. Donc il y a effectivement ce backlog, et ce côté, par contre, c'est indéniable. Le CISA a de l'information effectivement interne, interagence américaine, qui permet effectivement d'avoir de l'information d'exploitabilité qui n'était pas d'autres entreprises. Donc la clé, effectivement, le KEV est important, mais peut-être en complément de d'autres sources de threat intel qui permet d'avoir un portant un peu plus large d'exploitation. Mais si on voit aussi des vulnérabilités qui rentrent dans le catalogue du KEV qui datent d'il y a 5 ou 10 ans, ça veut dire aussi que la dette technique dans les entreprises qui ont été victimes, elle est énorme. Et donc encore une fois, ça doit nous aider à déterminer quels sont les environnements sur lesquels il faut faire porter un maximum d'efforts. Donc vous êtes en train de me dire, messieurs, que vous n'avez plus de NT4 dans aucun de vos environnements professionnels. La fin du support de NT4 était début année 2000, et on constate encore aujourd'hui des vulnérabilités qui sortent sur ces environnements. Et qui sont utilisés dans les milieux industriels. Mais je pense que moi, je ne mettrais pas ma main à couper, mais je pense que des entreprises doivent tourner en 88 sur des équipements, des applications qui ont été codées, où il y a des codes sources en fait rompus, sur des applications en fait, qui coûtent de l'argent. Dans le domaine financier, on voit encore de l'OS2 dans certaines banques. C'est assez incroyable. C'est normal, c'est fiable. Tu peux le rebooter si nécessaire de façon régulière. Ça redémarre comme au premier jour. Tu as des systèmes dans l'environnement industriel. On n'est pas dans le monde de l'informatique. Tu as des choses qui peuvent tourner pendant des années, voire des décennies. Et on est très content. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'évolution du CVSS et de l'EPSS, pour les prochaines années, est-ce qu'on doit aller vers une unification de cette approche ? Est-ce qu'on ne doit pas avoir qu'une seule, entre guillemets, fiche de vulnérabilité ? Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit une fiche de vulnérabilité, il y a le scoring CVSS qui est à l'intérieur, il y a l'explication de la vulnérabilité. Le PSS, est-ce qu'il doit être intégré ? Ou pas ? Voilà, ça fait partie des... Vu qu'il y a une mise à jour quand même
toutes les Quotidienne. quotidiennes, c'est dur pour les équipes de se dire tiens, j'ai vu cette vulnérabilité par exemple sur un CMS comme WordPress le lundi, le mardi elle revient parce qu'elle est mise à jour, le mercredi aussi. Ça demande un effort de backlog qui est extrêmement important et les équipes ne sont pas extensibles, les gens ne sont pas nombreux dans les équipes de patch management. D'où la nécessité d'arriver à trouver un moyen de prioriser et de définir par quoi je dois commencer les seuils et après arriver à combler cette dette technique. Mais je pense qu'il y a bien deux types de façons d'adresser les vulnérabilités. Le premier, c'est ce qui vient de sortir, ce qui est tout neuf, ce qui est de haut niveau, et il faut que je réagisse le plus vite possible. Et puis, ma dette technique, il va falloir que je réduise d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a la sensibilité de l'équipement. On va patcher plus facilement tout ce qui est exposé à l'extérieur, que ce soit une passerelle VPN par exemple. Si là il y a une vulnérabilité avec un CVSS 10, un POC qui est sorti, on réfléchit pas, on patch. Mais oui, c'est Là on réfléchit indéniable. pas. C'est indéniable, mais effectivement, pour revenir juste sur cette partie de connexion entre PSS et VSS, c'est bien pour ça aussi que j'aime bien travailler avec Olivier, c'est parce que les deux sujets se regroupent. Il y a des groupes de travail, côté First, d'interopérabilité des données CVSS et EPSS. Dans le groupe de travail, par exemple, CVSS, il y a des personnes du board EPSS qui viennent pour qu'on travaille ensemble, pour trouver des mécanismes d'intégration des données. Par exemple, là, sur le groupe de travail, là, on est actuellement sur le CVSS 4.1 ou CVSS 5, on ne sait pas ce sera une version mineure ou majeure, mais la notion d'intégration du score EPSS est à l'étude. Est-ce que ça doit être intégré dans le score? Est-ce que ça doit être une métrique additionnelle? Touche pas au score? Ça reste toujours des questions. Mais cette connexion sera obligatoire parce que les deux doivent cohabiter ensemble. On a vu que ont tous les deux des forces et des faiblesses, c'est indéniable. La notion de mise à jour, on le voit avec EPSS tous les jours, mais on le voit aussi également avec CVSS. Une vulnérabilité qui n'avait pas de preuve d'exploitation peut avoir une preuve d'exploitation une journée après, donc le score temporel ou de menace en V4 évolue. Si le lendemain on a une exploitation de la nature, le score réévolue. C'est ce qui permet à des entreprises qui ne souhaitaient pas recevoir des vulnérabilités, par exemple en termes de détection. J'ai une vulnérabilité qui a un score, imaginons 6.9 on va dire, en score de base, mais j'ai un environnement critique. Cet environnement critique peut avoir un score supérieur à 7 dès lors qu'une vulnérabilité exploitée dans la nature ou autre. Donc en V3, encore aujourd'hui, en V3 on peut avoir un score d'une entreprise environnementale qui va être supérieur au score fourni par l'éditeur, ce qui permet de dire, voilà, pour moi c'est un boost de notes en suivi de plus 1, plus 2, peut-être un mois après, on va dire, ah oui, mais là en fait on ne l'avait pas pris en compte, là par contre, il ne faut pas tarder, quoi. Considérer qu'un score CVSS est autosuffisant, pour moi c'est une erreur. Il faut forcément intégrer ces éléments de contexte qu'on vient de On est tout à fait d'accord. Le score CVSS sert juste que le matin quand on arrive, on se dit bon on va quand même faire les 10, 9 et 8 en priorité. Mais derrière, il faut lire. Et le côté de savoir si c'est sur un système critique ou pas, s'il y a une facilité ou pas, là quand on prend le cas on a parlé des vulnérabilités sous Linux et sur le kernel, ou sur le port USB qui est sorti en début de semaine, ou fin de semaine dernière si je m'abuse, bon, il faut être en local sur la machine. Vous êtes dans un data center sécurisé, il faut passer des contrôles pas possibles pour y arriver. Vous avez beau avoir un score CVSS de 10, ok, il va falloir le patcher, mais c'est pas entre guillemets, on va pas se mettre la corde au cou. Le risque, il est quand même assez faible par rapport à l'exploitabilité de la vulnérabilité. Maintenant, si vos équipes, vos data centers sont ouverts à tour de bras, etc., le sujet, c'est plus la CVSS. Et de façon complémentaire, pour reprendre ce que tu dis, c'est la même chose pour tout ce qui est panneaux d'administration des différents logiciels, routeurs et équipements de sécurité. Ça paraît logique de ne pas mettre l'accès direct à la console d'administration de ton firewall depuis Internet. Ça paraît évident. Malheureusement, dans certains cas, on le trouve quand même, mais tu as aussi des moyens pour faire du contournement ou atténuer la probabilité d'occurrence avec des méthodes simples. Donc on peut très bien Je suis vivre... beaucoup plus dur que toi, Olivier, là-dessus. Je ne ferai pas du no limit sécu où la bienveillance fait partie de la politique éditoriale. Sur Radio Cessort, on est un peu plus hard à ce niveau-là. Quelqu'un qui met un réseau d'administration disponible sur Internet sans filtrage, sans rien, il mérite de se faire poncer, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. La seule chose qu'il mérite, c'est même pas à France Travail, ça nous coûterait de l'argent. Faut le piquer, le mec. Voilà, c'est dit, c'est fait, j'assume. Mais un réseau d'administration, un contrôle de panel, je suis désolé, mais ça ne s'expose pas sans un minimum de filtrage. Voir si on peut le faire via un bastion. Il y a des règles, il y a de l'hardening, il y a du durcissement à faire.
Non, là, j'avoue que tu vois, ça ressort là. Non, mais pas de souci, à part le fait qu'il faille le piquer, mais ça, je pense que ça sera coupé au montage. Ça sera pas coupé au montage. Je pense pas qu'il faut ouvrir la fenêtre, le chez du 20e étage et en dessous mettre du béton, quoi. Lorsque tu n'as, pour différentes raisons, tu n'as pas les moyens d'empêcher ou de corriger la vulnérabilité, on peut aussi mettre des mesures de contournement ou d'atténuation. Au pire, on met une sonde ou un capteur qui permet de voir est-ce qu'on est en train de se faire attaquer. Donc il y a comme ça plusieurs niveaux, parce qu'il faut quand même être réaliste. On ne peut pas patcher tout et n'importe quoi en 5 minutes. Alors, Sans parler des régressions, c'est-à-dire qu'effectivement, cette notion de régression, on peut patcher. On le voit bien en entreprise. Patcher, oui, mais quel est le risque en termes applicatifs? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs qui disent « Vous inquiétez pas, c'est juste un patch de sécurité, ça ne portera pas atteinte à l'applicatif. » Oui, mais on découvre que derrière, ça pose des difficultés. Ne serait-ce que sur le simple téléphone mobile, quand vous faites des patchs, il y a des fois, la batterie se met à exploser de partout. On se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Sans parler aussi par exemple, de tout un tas d'applications qui s'appuient sur des serveurs web. En fait, on se rend compte que c'est un serveur de type Apache ou Nginx avec quelques versions de retard. Et on a l'éditeur qui nous dit c'est bon, on est à jour, mais en fait, les couches sous-jacentes, se forgent. Alors ça, c'est un vrai sujet que nous, on a au quotidien. Alors ça colle en fait à CVSS, qui n'est pas couvert par OPS indirectement. C'est cette notion de dépendance, premier, troisième niveau. On peut très bien avoir un logiciel, mais si le logiciel dit... Nous, il n'y a pas de vulnérabilité, on est très bien, mais avec des sous-couches qui sont exploitables, parce qu'on peut très bien avoir des dépendances qui ne sont pas exploitables, mais un certain nombre de sous-couches. Olivier parlait d'Apache, mais c'est le cas de sur Java. Tout simplement. Java, c'est extraordinaire, c'est une porte ouverte. Déjà, il faut savoir combien de machines Java tu as sur ton poste. Et donc, ce suivi est assez compliqué, parce qu'aujourd'hui, on peut très bien dire, dis-moi quelle vulnérabilité impacte tel applicatif. On aura les vulnérabilités de l'applicatif, mais qui ciblent l'applicatif directement. Oui, mais en dessous des dépendances. Est-ce que le logiciel est impacté? Quel est le risque vraiment pour cet applicatif? Combien de vulnérabilités? Parce que des dépendances, on sait très bien, maintenant c'est du millefeuille, tous les logiciels c'est du millefeuille. Donc c'est un vrai risque de suivi de cette notion de dépendance. Ça arrive à la question, quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent mieux intégrer Score dans leur vulnérabilité? Je dirais la première chose, c'est la formation. Nous on le voit au quotidien, alors je tire sur personne, que ce soit les éditeurs, que ce soit les utilisateurs, tout le monde, à un moment donné, va devoir utiliser le CVSS, soit par la compréhension, à quoi ça correspond, mais même, est-ce qu'on doit rescorer? Comment on rescore? Cette notion de compréhension de CVSS ou de PSS est primordiale. C'est pour ça que côté First, il y a tout un module de formation aux utilisateurs et aux éditeurs pour les inciter à bien comprendre le mécanisme de scoring. Attends, rappelle juste pour nos auditeurs, le First, qu'est-ce que c'est? Peut-être que Olivier va peut-être... Je pense Olivier est peut-être mieux. Le FIRST, c'est ce qu'on appelle le Forum of Incident Response Team. Donc, c'est l'association mondiale des CSIRT ou des CERT, selon qu'on parle de frigo, de réfrigérateur. Donc, des équipes qui font du traitement d'incidents et qui regroupent à peu près 750 équipes et 150 personnes qui font partie de cette communauté, qui a des groupes de travail sur tout un tas de sujets, dont CVSS, EPSS, mais aussi sur des cadriciels de type CSIRT ou autres, et dont l'objectif, c'est de faire que la communauté devienne plus mature et surtout partage, et que ceux qui ont quelque chose à apporter, et ceux qui ont de l'expérience puissent justement intégrer cela. Par exemple, on a fait récemment un framework sur l'analyse des malwares, pour donner un exemple. Et donc, on a aussi des réunions, donc, outre les groupes de travail qu'on appelle des DSIG, des Special Interest Group, on a aussi des réunions, des conférences, une conférence annuelle, et puis différentes conférences plus ciblées sur des sujets comme la threat intel, les vulnérabilités, la sécurité des réseaux, etc. Il y a la VulneConf qui va avoir lieu par le First, oui, tout à fait. La qui est aux États-Unis, et il y a la CTI-Conf qui aura lieu à Berlin, et j'y serai pour cette dernière. Moi, je n'irai pas à la VulneCon, mais je participerai en virtuel. Pour les personnes intéressées par les vulnérabilités, c'est une excellente conférence. Il y a vraiment de très très bons sujets, des retours d'expérience, du travail justement de fond sur l'organisation, les scores. Donc c'est vraiment, ça coûte $100 en virtuel, et c'est vraiment très très bon. Alors on arrive sur les dernières questions. Selon vous,
quels seraient les prochains défis en matière de priorisation des vulnérabilités? Je pense qu'on revient au même sujet que tout à l'heure, la petite collaboration, cohabitation, des standards les plus importants, CVSS, EPSS en fait partie. On parle aussi souvent de SSVC, effectivement maintenant plus un arbre de décision et qui reste important dans la prise de décision. Est-ce qu'on Le doit patcher SSVC? SSVC, au final, c'est de CVSS. Ouais. Effectivement, c'est un framework, comme un arbre de décision. Et il est disponible où ce framework? Alors, c'est un framework, c'est du framework du CISA, qui a été implémenté par le CISA. C'est des données qui devraient être intégrées prochainement dans le flux du MITRE. C'est un arbre de décision où le CISA apporte un peu son expérience sur le traitement des vulnérabilités et la priorisation. Alors, faut en profiter avant que Donald nous dise c'est fini, on partage plus avec les Européens. Tout est à risque parce qu'effectivement, le CISA, il y a du CISA actuellement sur l'administration. Est-ce qu'il y aura des limitations? On parle au CISA qui va remplacer le NVD parce que le NVD a un backlog de 1 an de retard. Est-ce que le CISA va vouloir prendre le vouloir? Est-ce qu'il y aura des implications politiques? Ça, on le saura d'ici quelques mois. Jours. Au rythme où ça va, c'est plutôt en jours plutôt qu'en mois. mais voilà, après, il y a la volonté de la Commission européenne de travailler sur de la standardisation. Je vais revenir sur un point parce que là, c'était sur notre avant-dernière question. Tu as parlé de la formation. Oui. Est-ce qu'il y a des organismes de formation qui existent aujourd'hui pour expliquer ce que c'est que le patch management, comment le mettre en œuvre, comment devenir un expert en patch management? Malheureusement, sur le sujet, à ma connaissance, on a beaucoup plus de formation sur des produits que vraiment sur les principes. Donc là, je suis un peu sec pour te donner des... Non, mais j'ai aussi la même vision. Ouais. On a des formations, si on prend le cas de ITIL, on va avoir des formations sur la conformité, qui nous disent qu'il faut patcher en 30 jours, etc. C'est bon, voilà, ce que j'appelle, ça enfonce des portes ouvertes. Mais réellement, pour des équipes de patch management, comment faire que ce métier soit reconnu et, entre guillemets, soit vivable? Parce que avoir des milliers de vulnérabilités tous les jours, c'est pas vivable, tout simplement. Justement, tout à l'heure, en introduction, je parlais des VOC, des Vulnerability Operations Center. C'est des choses qu'on voit apparaître depuis à peu près 5 ans. Tout premier, ça ne doit pas être tellement plus vieux que ça. Où tu as maintenant des personnes qui ne sont pas dans un SOC, qui ne sont pas dans un CSIRT, qui sont un peu à part, mais dont le rôle, c'est justement de traiter ces aspects de vulnérabilité. Et donc, leur rôle, ce n'est pas de patcher, c'est plutôt de faire un état de la menace ou un état des priorités, qu'ils le fassent avec leur expérience ou avec des outils, mais d'indiquer aux forces vives qui vont faire le patch management, la gestion des correctifs, indiquer par quoi est-ce qu'il faut commencer. Leur rôle, ça sera aussi finalement de contrôler que ce qui a été corrigé a bien été corrigé, que ça a été corrigé de façon efficace, et que éventuellement compléter ça avec des techniques de type vérification que les systèmes sont maintenant non vulnérables. Donc ça part depuis la définition de ce qu'il faut faire jusqu'au contrôle que ça a été bien fait. Juste un petit complément effectivement sur la partie VOC. Aujourd'hui, de centralisation des données, on a beaucoup de choses dans les VOC. La prise en compte de rapports de pentest, c'est la prise en compte de veille sur l'habilité. Pour ça qu'on parle d'orchestration. Plusieurs sources pour essayer de centraliser, de prioriser au mieux. L'important, c'est également aussi vraiment le trust de la source d'information. Comment on fiabilise cette information? On le voit, nous on a benchmarké pas mal de solutions qui font du scan, même en cyberdéfense, fait du VOC. Ce qu'on a été assez surpris, c'est la notion. Le scan fonctionne sur la règle de la prise en compte d'une menace pour un produit. Et c'est la grande disparité. Il y a beaucoup de choses, même les éditeurs eux-mêmes de scan vont dire on ne peut pas tout faire, il faut choisir. Donc quelle règle de détection, quelle signature on va créer? On va devoir choisir les plus critiques ou alors les technos qui sont les plus importantes pour nos clients. Et de ce fait, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on peut lancer un scan. Résultat, est-ce que ça a trouvé toutes les vulnes ou uniquement les vulnes qui ont été détectées par des règles? Oui, puis quand tu parles de vulnes, ce qui est très intéressant, si on prend certains patchs sur des passerelles VPN, on ne va pas faire du focus sur un constructeur ou un éditeur en particulier. On parle pas d'Ivanti? Non, absolument pas. Non. Nous sommes bienveillants. Et c'est le fait de dire on va proposer un patch qui va juste cacher le scan. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est safe, on a juste dit lorsqu'on fait le scan, il n'y aura pas la signature de la vulnérabilité, mais l'équipement est toujours ouvert. Oui. Et si, vu que la personne a déjà pré-scanné normalement, elle revient, vous croyez en sécurité, vous annoncez à votre management que tout va bien, le gars il rentre dans l'équipement et il va vous poncer en long, en large, en travers. Mais il y a même des équipements même pas surveillables, de règles, il n'y a pas de signature pour ces produits-là, donc on va dire pas de vulnérabilité. Et puis on n'a pas non plus les moyens en tant qu'administrateur de cette passerelle ou en tant que CSIRT de voir si ça a été exploité ou pas.
Donc là, quand on n'a même pas les moyens de le savoir, on est mal. Et je voudrais aussi compléter avec un autre aspect, quand on parlait des outils. Les outils de scan, il y a aussi deux familles. Il y a des outils de scan qui sont purement passifs, qui vont regarder la signature, et éventuellement des outils qui sont intrusifs, qui vont tenter d'exploiter la vulnérabilité. Donc là aussi, on peut pas, faut arriver à trouver un équilibre en termes de niveau d'intrusion potentielle et de droit de tenter d'exploiter ces vulnérabilités-là, Voilà. sachant que parfois, les conséquences lorsque tu exploites, bah, ça peut faire tomber le système. Donc, Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des entreprises qui sont spécialisées. En France, on a de très belles pépites qui le font. Il n'y a pas que des acteurs anglo-saxons. Alors, je vais faire un peu de pub. Le podcast est toujours gratuit, je vous rassure. Il y a Onif qui fait ça super bien. Je suis désolé, mais ils vont vraiment faire du scan sur une signature. C'est propre, c'est pas intrusif. Qu'ils vont créer d'ailleurs. Ils sont assez avant-gardistes. Je tire mon chapeau, c'est-à-dire que je n'ai pas de partenariat. Surtout que c'est une petite structure, Non, mais ça envoie du lourd, quoi. C'est vraiment, même sur les cas, on revient tout à l'heure. L'année dernière, ils ont permis de détecter de la compétition, de la détection. Il y en a d'autres. Ils ont fait un faux positif. Sûrement. Mais Sur Inventé. Non, mais je peux faire le retour d'expérience. Et c'est là qui était intéressant, c'était de voir la réactivité. C'est-à-dire qu'à un moment, ils nous disent vous avez un équipement potentiellement qui pourrait être compromis. On refait le test, on voit que c'est un faux positif, on leur envoie les résultats, c'est corrigé en quelques heures. Oui, non, là-dessus, la réactivité, et puis vraiment... Voilà, on va pas faire de la pub que pour eux, parce que c'est pas l'objectif. Mais que ce soit Onif ou un autre, on voit que ces équipements-là sont très importants parce que on dit ça toujours de scan passif, ces bases de scan passif intègrent maintenant aujourd'hui cette notion de détection qui n'existait pas avant. Alors on peut toujours dire Shodan, il y a CVE, etc. Clairement, quand on ouvre le capot, on voit que c'est pas terrible. Donc est-ce que c'est effectivement un outil encore complémentaire de détection C'est pas la solution ultime. Il faut bien se rendre compte que toutes ces entreprises ne vont regarder que, comme disait Olivier, que quelques vulnérabilités sur les milliers qui existent chaque jour. Donc on se retrouve quand même avec le fait d'accepter qu'on va avoir des scanners, entre guillemets, des fournisseurs qui vont scanner nos équipements, mais avec un certain niveau de granularité qui ne sera pas complet. On n'aura pas 100% du parc informatique qui va être scanné. Non, et en final, on revient, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En premier, il faut savoir ce qu'on a. Donc fichier Excel, CMDB, GLPI, scan interne, il y a des outils qui scannent le parc pour détecter des produits, mais on ne peut pas savoir ce qu'on doit prioriser si on ne sait pas ce qu'on a et à quoi ça sert. Ok, j'ai une appliance Vivanti externe, est-ce que c'est vraiment on ne sert pas? Alors, le mot de la fin. Les anciens d'abord. je vois. ça sera dans sera dans le bêtisier. Ouais, ça sera dans le bêtisier, ça, ouais. Bah, moi, le mot de la fin. Alors, on a parlé de PSS, de CVSS, d'outils, de techno, mais je veux rappeler avant tout qu'il faut savoir à quoi tout ça va servir et finalement le cadre. Comme l'écrivait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En gros, la technique c'est bien, mais ça fait pas tout. Ne faire qu'appliquer des correctifs de sécurité en masse, c'est pas forcément une solution réaliste, ne serait-ce que parce que la charge de travail que ça va représenter sera énorme. On doit donc prioriser, et pas seulement avec une vision informatique et sécurité hors sol, mais en liaison avec les impératifs métiers et puis la criticité des environnements. Il faut donc aussi penser aux partenaires, à la supply chain, et par exemple, lorsqu'on a eu les vagues d'attaques successives sur les logiciels de transfert de fichiers sécurisés type MFT comme MoveIT ou autres, certains ont été surpris parce que c'était pas du tout dans leur périmètre de visibilité. Et souvent, ces solutions étaient justement hébergées par des tiers. Donc, quand nous parlions d'inventaire, c'est simplement chez nous. Il faut aussi simplement se regarder le nombril, mais il faut aussi regarder tout son écosystème. Merci Olivier. Wilfried? Je suis désolé, j'ai pas de superbe citation. Je pense que la première chose à dire, c'est que je vais aller à contre-courant de différents influenceurs, cyber. Mon Dieu. Non, mais ça c'est mon registre normalement. C'est moi qui dis du mal sur les influenceurs. Non, mais c'est pas influenceur parce que et puis vraiment... en plus, vous m'avez tué sur cet épisode et je le garderai ça au montage. Vous savez que quand même la devise de Radio Cesseur, c'est on ne réfléchit pas, on patch. Donc j'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, il y a beaucoup de bashing sur différentes normes de scoring aujourd'hui parce que trop de vulnes, les personnes n'y arrivent pas. Donc ils disent CVSS ça sert plus à rien, CVE c'est outdated, faut faire d'autres choses, faut partir sur un nouveau modèle. Il y a eu des jolis papiers, je pense au papier de Daniel Stenberg qui est dev de Curl, qui a publié effectivement sa petite tribune en disant que CVSS était mort. Il y a certains aspects qui forcent justement le groupe de travail CVSS à réfléchir. On va publier d'ailleurs une mise à jour prochainement du guide utilisateur qui explique vraiment cette notion de responsabilité
des entreprises qui publient des CVE, qui publient des scores CVSS associés et l'impact que ça peut avoir sur les éditeurs lorsque la vulnérabilité n'est pas bien analysée en termes de risque, impact, de score final. Parce qu'effectivement, de scorer en disant c'est une RCE, alors que finalement l'éditeur dit non, c'est une fuite d'infos, impact très très limité, peut provoquer des incompréhensions en disant au final il est troué, alors que finalement c'est juste l'analyse qui a été mauvaise. Donc on va faire du troll là, messieurs. Vous savez que les dernières vulnérabilités ont été trouvées chez Google comme chez Microsoft avec de l'IA. On ne peut plus se tromper avec de l'IA. Oui, alors l'IA c'est un vaste sujet. Si je reprends par exemple le sujet du NVD, le NVD a travaillé de nombreuses années sur le sujet IA, il y a déjà un certain nombre de temps, pour la notion de scoring des vulnérabilités. Il s'avère en fait qu'il y a faux positif. Pour l'instant, peut-être que dans le devenir, l'IA placera tout. On n'aura plus besoin de notre côté de passer du temps à faire de l'analyse. Mais moi, je crois en l'humain, je crois en compétences et tout, en travail collaboratif. Ce qui est fait aujourd'hui côté groupe de travail, que ce soit EPSS et FIRST, on voit vraiment de très très bonnes personnes qui viennent apporter leur expérience, améliorer les modèles. On le voit avec CVSS V4. Tout n'est pas parfait sur CVSS V4, mais il y a un gros avantage maintenant à utiliser ce score pour surtout faire du filtrage. Peut-être que CVSS V5 sera encore mieux, peut-être que la future version de PSS sera encore mieux, mais ce qui est important de dire, c'est que tout le monde peut participer à l'effort de guerre, que ce soit le PSS, que ce soit le CVSS, ce sont des groupes ouverts. N'importe quelle personne qui travaille, c'est pas forcément un éditeur, c'est pas forcément une personne qui est experte côté vulnérabilité, mais d'avoir... Une personne motivée peut postuler, vous pouvez essayer de travailler avec ce type de groupe. N'importe qui peut postuler, par exemple en France, on est quelques personnes, il y a une personne de Thales, il y a une personne de Schneider, côté Orange Cyberdéfense, je suis présent, mais donc on est en manque de personnes qui soient motivées à venir pour faire évoluer les différents standards. Alors EPSS, c'est un groupe de travail où moi j'y vais moins parce qu'en fait c'est la guerre à chaque fois, il y a trop de personnes, en fait on connaît personne, des fois ça avance pas trop vite, mais c'est surtout la convivialité, il y a vraiment pas de personne au-dessus de l'autre, on peut tous donner son avis, participer. Et je pense vraiment que c'est grâce à ça qu'on avancera sur un standard qui pourra évoluer. Je mettrai des liens dans la description de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus à ce niveau-là. Oui, EPSS, CVSS, il ne faut pas hésiter à partager aussi le lien il y a un module de formation CVSS sur la version 4, bien sûr, mais qui permet vraiment de s'imprégner en disant « Ok, ça fonctionne comme ça. » C'est sur le site du FIRST qu'on le retrouve. C'est sur le site du FIRST, voilà, sur la page CVSS. Pour compléter ce qui est dit sur l'IA, avant de parler d'IA, on a quand même vu un pic aux alentours des années 2011-2012 de vulnérabilité. Et ça, c'était parce que on commençait à avoir les outils de reverse et de fuzzing et d'analyse de code. Et donc, une bonne partie des attaquants a pris ces outils pour trouver des bugs transformés en vulnérabilité. Donc, en gros, cette automatisation, ça peut aider ceux qui ont développé. On commence à parler quand même du Cyber Resilience Act et de tout ce dont on va avoir besoin pour les produits. Ça fait aussi partie des gens, je dirais, qu'il faudrait sensibiliser. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Wilfried. Il faut voir demain. Ouais, mais si vous reprenez le dernier patch Tuesday de Microsoft, vous prenez les derniers patchs de Android, etc., ça a été trouvé avec de l'IA. Toutes ces vulnes, une majorité de vulnes a été trouvée grâce à de l'IA. Aujourd'hui, c'est utilisé, on va dire, par le bon côté de la force. Mais quand les attaquants vont se rendre compte qu'ils peuvent utiliser ce type de technologie pour trouver les vulnérabilités... Mais ils le font déjà. Ils le font, bien entendu. L'exemple que je cite systématiquement, c'est lorsqu'on voit une vulnérabilité sur Cold Fusion d'Adobe, on te dit que c'est grave, c'est pas grave. Attends-toi à ce que dans moins de 15 jours, tu aies le reverse qui soit fait et que tu aies des codes d'exploitation. Et ça, ça, je le vois depuis au moins 10 ans. WebLogic, qui s'appuie d'ailleurs sur quelle version d'Apache, rappelle-moi. Non, on va pas le dire parce que ça, on va pleurer. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier, messieurs. C'est une première pour un enregistrement en présentiel. Merci à toi. Il y a plein de bruits qu'il va falloir retirer dans le montage. C'est vraiment fait à l'arrache. J'ai des invités qui sont extraordinaires. Vu leur âge, ils tapent sur la table comme des petits papis. Là, c'est terrible. Il va falloir qu'ils se calment là-dessus. Messieurs, merci. Merci à toi. Au revoir. À très bientôt pour, je pense, une nouvelle prise parce que d'après moi, ça va être terrible au montage. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, ce live de Radio C-Sort du jeudi 6 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. On s'est beaucoup amusé, je ne vous cache pas, j'ai très peu coupé. On doit avoir 3 ou 4 minutes de coupure. Alors sur un épisode de 57 minutes, c'était hyper long, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des choses que j'ai trouvées, mais c'était tellement passionnant que je vais rien couper en fin de compte. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous souhaitez qu'on le refasse plus régulièrement. C'est pas évident parce qu'il faut qu'on trouve quand même un endroit où on puisse enregistrer.
N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert ou Radio Cessirt pour faire plaisir à Olivier au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un email à radiocessert@gmail.com. Je suis là pour vous. Merci beaucoup encore à Olivier et Wilfried d'avoir joué le jeu. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Je dirais à tout à l'heure parce qu'il faut quand même que je fasse la quotidienne.